Et on accueille Tex, justement, Christian Dubreuil, qui est le directeur général de l'ONF, l'Office national des forêts. Comme chaque année, l'ONF est présente, et bien présente, avec un magnifique stand dans ce hall 4 du Salon de l'Agriculture. Alors, Christian Dubreuil, aujourd'hui, cette année, en tout cas, quels sont les messages que l'Office national des forêts veut faire passer? Déjà, le message, c'est que d'abord, remercier Campagne TV, parce que même si c'est le Salon de l'Agriculture, grâce à vous, on rappelle que le Salon de l'Agriculture, c'est le Salon de l'Agriculture, de la forêt et de la pêche aussi. Et de la pêche, exactement. Le message qu'on veut passer, c'est quand même que la forêt française va bien, puisqu'elle est en croissance. Peut-être tous nos concitoyens ne le savent pas, mais j'allais dire depuis 2 siècles, la forêt a doublé de surface. C'est après la Révolution française qu'elle a été gravement menacée. Et vous savez très probablement qu'un territoire ou une terre que l'on laisse en jachère, elle devient 30 ans après une forêt. Donc à la limite, vous savez qu'on consomme en France beaucoup trop de terres agricoles, mais la forêt, elle progresse. Et simplement, l'autre message que l'on veut passer, c'est un message... Elle a doublé en combien de temps, là? En 10 ans? 2 siècles. En 2 siècles. En 2 siècles, elle a redoublé. Elle a doublé. Elle a doublé. Elle a retrouvé en l'an 2000 son espace de l'an 1000. C'est-à-dire que la forêt française, elle a décliné très significativement à la Révolution française, puisque nos concitoyens révolutionnaires, ils ont enfin pu accéder aux forêts royales. Ils y ont fait de la chasse et ils y ont fait du bois de chauffage. Et donc, et ensuite, pour financer ces guerres, Napoléon a vendu beaucoup de forêts publiques. Et donc, il y a eu un point bas qui est aux alentours de 1820-1830. Et là, la France invente le code forestier, donc des réglementations pour que la forêt retrouve sa place. Et donc, en 2 siècles, elle a doublé. Et là, Christian Dubreuil, vous nous disiez 30% du territoire, mais là, ça ne se laisse pas en jachère, hein, bien sûr que non. C'est vous qui gérez cette forêt primaire? Alors, d'abord, justement, vous dites forêt primaire. Il n'y a pas de forêt primaire en France, il y en a en Guyane. Tu sais quoi, au moment où tu as dit forêt primaire, oui, tu t'es dit, là c'est fini. Là, t'es sur le président, là tu ne vas pas y arriver. Parce que la forêt française, en tout cas métropolitaine, pas en Guyane, c'est une forêt, certes, issue de la nature, bien évidemment, c'est celle qui l'a fait pousser, mais c'est une action humaine, c'est-à-dire ce sont les hommes qui ont choisi les essences. Si on a des grands hêtres en Normandie, c'est parce qu'au XIXe siècle, on a décidé d'avoir des hêtres. Donc du chêne aussi. Ou des pins dans les Landes, parce qu'il y avait ça aussi. Des pins dans les Landes, puisque à l'époque de Napoléon III... Aussi. Oui, il y a des très bonnes choses dans les Landes. Et il y a Henri Emmanuelli aussi, qui est hélas un peu souffrant. Donc c'est une action humaine qui a produit cette forêt française. Alors bien sûr, moi je gère avec mes collaborateurs la forêt publique. C'est 1/4 de la forêt, et les 3/4 c'est la forêt privée. Vous savez qu'il y a au moins 3 millions de Français qui sont propriétaires d'un morceau de forêt. Sûrement Tex est propriétaire d'un petit bout de forêt, mais il ne le sait pas. Non, j'ai pas eu de chance, j'ai mis mon argent au Crédit Agricole. Voilà, vous avez... mais du coup, qui est souvent pas gérée. Hein. La forêt privée, elle est souvent pas gérée, alors, en tout cas pas aussi bien que la forêt publique. Bien sûr, la forêt publique, notamment la forêt domaniale, celle de l'État ou la forêt communale, c'est celle qui est le plus gérée. C'est nous qui produisons 40% du bois produit en France sur 25% de la surface. Mais dire que la forêt privée ne serait pas gérée ne serait pas tout à fait exact. Il y a quand même toutes les coopératives forestières. Vous avez un stand de la coopération pas loin d'ici. Tous les propriétaires maintenant essayent quand même de regrouper l'offre. C'est vrai que ce qui est difficile, c'est le morcellement de la forêt privée. Nous, on gère des forêts dont certaines font 10 000 ou 20 000 hectares. Eh bien, en forêt privée, c'est quelques hectares. Déjà, 4 hectares de forêt en privé, c'est considéré comme beaucoup. Alors justement, on découvre votre stand derrière. On est en duplex avec des images de votre stand. Et on voit bien aussi vos autres missions. Hein, il y a évidemment la mission d'accueil des promeneurs, des joggeurs, qui est importante. Et il y a aussi une mission de protection de la biodiversité.
Tout à fait. Il y a la protection, effectivement, la production du bois. Il y a l'accueil en forêt qui est énorme et qui progresse, puisque nos concitoyens urbains, ils ont de plus en plus besoin d'aller en forêt. Vous savez que la forêt de Fontainebleau, c'est aussi visité que le Louvre ou la Tour Eiffel. D'ailleurs, je vous annonce qu'avec le maire de Fontainebleau, on voudrait inscrire la forêt de Fontainebleau au patrimoine mondial de l'UNESCO. Le château est classé, mais pas la forêt. Mais pas la forêt. Le château des adieux. Pardon? C'était le château des adieux de Napoléon. Ouais. Tout à fait. Vous n'avez pas parlé des adieux du président de la République. Non. Trop compliqué en ce moment. Tout à fait. C'est trop compliqué donc, tout ça. On ne parle pas. Voilà. Et donc la biodiversité, c'est... là aussi, il faut dire que la biodiversité forestière, elle est moins bien connue que la biodiversité des zones qu'on appelle ouvertes, des zones de plaine, des zones humides, mais elle est très très importante. Et donc effectivement, on a beaucoup de réseaux Natura 2000, on a beaucoup de protection, je sais pas, le retour par exemple du balbuzard pêcheur en forêt d'Orléans depuis 30 ans. J'allais dire la biodiversité est quand même très bien protégée dans nos forêts. Combien de collaborateurs justement pour remplir toutes ces missions aujourd'hui? Eh bien 10 000. 7 000 fonctionnaires, 3 000 salariés, dont essentiellement des ouvriers, bûcherons, grimpeurs, élagueurs, sylviculteurs. Donc un collectif humain extrêmement important, très diversifié sur le territoire. Nous sommes vraiment en campagne TV au fin fond de la rue La Réalité. Il y a que 400 personnes au siège et 9 600 sur le territoire, y compris en Corse, y compris dans les départements d'outre-mer, y compris à Mayotte. Il y en a 7 à Mayotte. Et en plus, l'ONF recrute, il faut aussi le dire. Alors l'ONF recrute beaucoup. 300 départs en retraite par an, un turnover de 200 personnes. Il faut que je recrute 800 personnes par an dans les 10 ans qui viennent, parce que la population de l'office, comme souvent dans la fonction publique, et comme nous, a un peu vieilli. Ouais. Donc nous avons besoin... Il t'a regardé quand il a dit comme nous, tu as noté. Non, il t'a regardé quand il a dit comme nous, je l'ai vu. Je vais voir. Alors, donc nous, on recrute. Le métier de forestier est un métier tout à fait passionnant. Ça peut être aussi un métier dur. Bûcheron, c'est un métier... il faut être très attentif. Mais sinon, on prend l'arbre sur la tronche. Ouais, c'est ça, il y a un moment donné où on prend la branche. Il faut être très, c'est un métier très technique. Mais il n'y a pas de forestier par hasard. C'est un métier de passion. Et les forestiers de l'ONF sont très passionnés. Et on retrouve évidemment ces offres sur LinkedIn ou sur le site pour les concours ONF. C'est compliqué quand même. Moi, j'avais plein de copains qui voulaient faire ça. L'entrée n'est pas si facile que ça. Dans les écoles forestières, à Crony et tout ça, je sais que c'est compliqué tout ça. Et on va recevoir Monsieur Dubreuil tout au long de la semaine, justement, des forestiers, des représentants de l'ONF pour nous expliquer là aussi chacune des missions. Merci beaucoup. Ils font un peu de l'immobilier aussi, non? Il n'y a pas un peu d'immobilier? La forêt. Oui, ils font la construction de bois. Voilà.